Bonjour à tous, donc Marc Bardinal de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je ne suis pas un spécialiste d'insectes, mais par l'intermédiaire de nos missions à l'ADEME, on essaye de voir un peu l'émergence de cette filière, comment ça se passe et quels sont les impacts possibles qu'elle peut avoir. Donc je travaille essentiellement sur tout ce qui est énergie en agriculture, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Tout ce qui est mobilisation de la biomasse, et par ce biais-là aussi, il y a un point de vigilance à avoir pour le développement de l'émergence de la filière. Et notamment, j'accompagne de tous les projets d'innovation dans le cadre des investissements d'avenir sur l'appel à projets agriculture éco-efficiente qui devrait être prolongé dans le PIA 3 l'année prochaine également. Et également, on lance des appels à projets de recherche sur tout ce qui est bioéconomie et je terminerai par ça. Et on fait également de la prospective, puisque c'est un peu le mot de ce début d'après-midi. Donc on travaille actuellement avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Agriculture sur ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et effectivement, on participe également aux États généraux de l'alimentation. Mais malheureusement, dans ces deux exercices, j'ai peur qu'on ne parle pas beaucoup de la filière insectes. Moi, j'en ai pas entendu parler, donc sachant que c'est quand même surtout sur la stratégie nationale bas carbone, on est à l'horizon 2050, donc en matière de prospective, je ne sais pas encore comment on peut l'intégrer, mais voilà, il y a une réflexion à avoir comment on intègre ça. Alors pourquoi l'ADEME s'intéresse à la filière insectes? Tout d'abord parce qu'on s'intéresse à l'alimentation et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, puisque l'alimentation a un impact important en matière environnementale, de la production agricole. Historiquement, on a beaucoup plus travaillé sur les impacts environnementaux de l'agriculture, mais on s'aperçoit qu'il faut qu'on ait une vision un peu plus globale et qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne alimentaire pour vraiment réduire la totalité des impacts de l'alimentation. Donc de la chaîne de la production agricole, donc de l'exploitation agricole, de la transformation de tous les produits alimentaires, et surtout également un gros travail à faire en matière de consommation des produits alimentaires pour accompagner les consommateurs à choisir les produits qui ont le moins d'impact sur l'environnement. Et un point important, notamment dans la politique changement climatique, c'est le retour au sol de la biomasse. Il faut boucler le cercle vertueux de la biomasse. Et donc ça, c'est un point important d'intégrer toute cette approche en matière de biomasse. C'est-à-dire que ce qui fait la production agricole et la production de biomasse alimentaire, c'est essentiellement la fertilité des sols. Et donc si on perd cette fertilité des sols, on aura des problèmes pour boucler cette boucle et pour fournir de l'alimentation tout simplement. Quelques grands chiffres en matière d'impact environnemental. Donc, l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre des ménages, donc au même niveau que le transport, que le logement et que l'industrie à peu près, c'est un quart chacun. Donc c'est un point non négligeable. Par contre, alors je reviens un peu quand même, la phase de production, c'est essentiellement la production, la plus impactante, c'est essentiellement la phase de production agricole. C'est là-dessus qu'il y a un travail à fournir. Et quand on parle notamment, ce qui est souvent dit, que l'impact des transports est important dans la consommation alimentaire, non, c'est pas les transports, parce qu'on a souvent cette habitude de faire référence au kilomètre parcouru en matière de gaz à effet de serre, mais c'est surtout cette phase de production qui est importante. Et puis la production agricole, c'est surtout des besoins en surface. Donc au niveau, alors j'ai une approche plutôt nationale par rapport à l'approche du CEROPAC qui est plutôt mondiale, mais on perd à l'heure actuelle beaucoup de surface agricole utile en France, 60 000 hectares par an, et ça va continuer encore pendant quelques années. Après les besoins en eau, donc là on a quand même des problématiques d'irrigation dans un contexte de changement climatique parce qu'il faut toujours se projeter. Et on risque d'avoir des pénuries d'eau, notamment dans le sud de la France, sur les problématiques d'irrigation qui se posent déjà problème. Et forcément des besoins en énergie avec la volatilité des prix de l'énergie, avec des incertitudes sur l'évolution de ces marchés. Et puis après, il y a l'impact forcément sur les milieux. Donc forcément, vous connaissez tous la problématique des nitrates, la problématique de l'érosion des sols, des produits phytosanitaires. Voilà, tous ces points sont importants. Et en dernier point, ce qui n'est pas négligeable et qui peut reboucler la boucle avec la production d'insectes, notamment quand le substrat c'est des déchets, on gaspille 30 kg d'alimentation par personne à domicile. Donc c'est tout ce qu'on appelle gaspillage alimentaire sur lequel il faut un travail. Voilà l'idée de l'ADEME, c'est de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'alimentation pour réduire son impact environnemental. Pour revenir un peu plus par rapport à la question des protéines, donc voilà l'impact en matière de gaz à effet de serre du régime alimentaire français, donc qui est de 3,5 kg d'équivalent CO2 par jour. Et on s'aperçoit, si vous faites le calcul de tout ce qui vient de la production de protéines animales, qu'on est à peu près à 2 tiers
de l'impact gaz à effet de serre de l'alimentation qui provient des produits animaux, que ce soit la viande de ruminants à hauteur de 17%, et après viande de porc, viande de volaille et tous les substituts à 5% pour les poissons. Donc voilà pourquoi il faut qu'on travaille sur réduire cet impact environnemental de la production animale. Et par contre, pour arriver à ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, par rapport à un mot qui est à la mode en matière d'agriculture, c'est le développement de l'agroécologie. C'est diminuer la fertilisation azotée, c'est réduire les produits phytosanitaires. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place par la diversification des cultures, par l'introduction de légumineuses. Donc tout est une approche de système agricole à définir. Et puis après, un mot qui a déjà été évoqué ce matin, je crois que c'était la notion d'éco-conception. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément que travailler sur la production agricole, mais travailler sur toute la chaîne de valeur et réunir ensemble tous les acteurs pour produire un aliment chez le consommateur qui va avoir ses impacts diminués sur l'ensemble de la chaîne de production et de valeur. Donc ça, c'est un point important sur ces aspects-là, sachant que pour produire des aliments à base d'insectes, il va falloir rentrer dans cette logique-là aussi. Et puis après, on revient sur la question des protéines avec effectivement, alors je précise bien que c'est à l'échelle des pays occidentaux, il faut diminuer quand même notre consommation de protéines animales parce que si on mange tous, si on a tous un régime alimentaire comme les occidentaux à l'heure actuelle, au niveau mondial, ça ne passera pas. Donc voilà, il faut trouver des substituts à ces protéines animales. Alors la première question, c'est de développer les légumineuses. Sur les légumineuses fourragères ou aussi pour l'alimentation. Et on fait facilement le parallèle entre la diminution des surfaces de légumineuses en France avec l'augmentation des consommations énergétiques de l'agriculture française. Donc là, c'est effectivement sur la SAU française, il faudra intégrer cette question de légumineuses, consommer des produits de saison et réduire le gaspillage alimentaire à l'échelle de toute la chaîne de valeur, mais essentiellement à l'échelle du consommateur. Et donc trouver des alternatives à ces fameuses protéines animales. Voilà ce qui nous fait amener à les insectes. Est-ce que c'est la bonne solution? Alors, je ne reviendrai pas dans les détails sur les insectes. Effectivement, je pense que tout le monde l'a évoqué pendant ces 2 jours et qu'on continuera à l'évoquer. Sur les intérêts nutritionnels, donc c'est essentiellement le taux en protéines qui fait la différence. Sur l'intérêt zootechnique, donc on est sur des animaux qui ont un cycle de reproduction très facile et très rapide, donc ça c'est assez simple. On est sur des animaux qui se concentrent bien, qui ont plutôt des aspects grégaires, des instincts grégaires, donc c'est assez facile d'en avoir un certain nombre, et ça occupe peu de surface au sol. Donc voilà les intérêts zootechniques. Et puis les intérêts environnementaux, comme là on l'a également évoqué, moins de consommation d'eau, moins de consommation diminution des émissions de gaz à effet de serre, moins de consommation énergétique, ce qui est évoqué, mais on demande à tout ça soit vérifié. Par rapport à nos réflexions, et là on fait un parallèle par rapport aux autres thématiques d'élevage, forcément pour réduire les impacts sanitaires et environnementaux de la production d'insectes, il y a des critères et des paramètres déterminants. Donc voilà, déjà c'est l'espèce. En matière de valorisation, je pense qu'on a une diversité d'insectes qui a été évoquée. Il y a quelques insectes qui sont plus spécifiquement travaillés. Mais voilà, par rapport à ce qu'on veut en faire, il va falloir, c'est forcément un paramètre qui rentre en considération par rapport à son cycle de reproduction, par rapport à sa mobilité. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Et également par rapport au substrat. Donc ça, c'est un point important. C'est assez basique, mais quand on fait le parallèle par rapport aux ruminants, par exemple, ou à l'élevage de bovins, on ne gère pas une Primolstein à 10 000 litres de lait comme une vache limousine pour produire de la viande qui fonctionne à l'herbe. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être assez similaires. Après, un point important, et en substrat, ça a été également évoqué ce matin, c'est cette problématique de la mobilisation de la biomasse. Cette mobilisation de la biomasse, comme en tous les types d'élevage, en fait, l'aliment de l'animal est quand même ce qui est le plus important et ce qui est le plus impactant en matière environnementale et le plus important en matière de qualité du produit fini. Après, à partir de là, que ce soit de la biomasse végétale ou des déchets, on va avoir un problème, grosso modo, par rapport aux objectifs, quoi qu'il arrive, aux objectifs énergétiques ou en matière de produits biosourcés, de mobilisation de cette biomasse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez suivi la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais on est sur une augmentation importante des énergies renouvelables et plus de la moitié de cet objectif concerne la biomasse. Alors la biomasse, essentiellement, c'est du bois, vous allez me dire, pour du chauffage, mais pas seulement, puisqu'il y a le développement de la méthanisation qu'on voit apparaître et qui se développe à vitesse grand V. Et par rapport à certains substrats, je pense qu'on a déjà des problèmes de concurrence.
on voit la rentabilité des unités de méthanisation, notamment celles qui s'appuient sur des biodéchets. La rentabilité est pénalisée parce que sur des biodéchets, le marché qui était plutôt sur la logique de traiter les biodéchets, donc on faisait payer pour traiter les biodéchets, le marché s'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, il faut acheter du biodéchet pour les unités de méthanisation. Donc ça va poser un problème par rapport aux ressources biomasse de manière générale. Et si donc nous, on s'appuie sur l'étude qu'on avait menée en 2013 par rapport à ces ressources biomasse pour la méthanisation, on est à 90% d'origine agricole, donc effluents d'élevage, résidus de culture, voire culture intermédiaire. Et le reste du gisement, c'est les biodéchets des industries agroalimentaires ou des ménages, c'est seulement 10%. Donc la mobilisation de la biomasse se fera essentiellement dans le cadre agricole, avec des problèmes aussi d'impact, d'incertitude sur ces gisements. Je prends notamment la ressource en paille qui est estimée à plus ou moins 13 millions d'euros il y a quelques années. On serait plutôt en fait à 2 millions d'euros. Et puis avec les incertitudes sur le changement climatique, on a beaucoup d'incertitudes sur cette ressource-là. Donc voilà, et puis avec l'intégration du changement climatique dans les prochaines années, les campagnes de céréaliers ont été assez mauvaises en 2015 et 2016, et forcément il va y avoir un impact sur ces substrats, sur le prix de ces substrats. Après, on arrive dans la logique plutôt d'éco-efficience de la production d'insectes. Donc c'est les conditions d'élevage, donc air, humidité, énergie. Donc là on se rapproche des productions d'élevage hors sol, que ce soit les granivores, mais également les conditions climatiques sur serre, où il va falloir contrôler tous ces aspects-là avec une gestion de l'énergie qui va pas être négligeable, puisqu'il va y avoir certaines demandes, des questions de traitement de l'air, aussi bien par rapport au traitement des problèmes d'émissions de particules, ou également maintenir des conditions adéquates pour l'élevage. Donc ça va être poser problème. Et puis après, il y a le problématique de la prophylaxie et du parasitisme, puisque plus on concentre les animaux, plus il y a quand même des risques qu'il y a des échanges et des développements de maladies là-dessus, sachant que les insecticides, je pense que ça doit être difficile à gérer dans le cadre des élevages d'insectes, donc on peut se poser des questions par exemple. Donc voilà, ce genre de réflexion qu'il va falloir avoir. Donc voilà un peu tous les points, et pour que la filière réussisse, j'ai un peu traduit ça comme ça. Je pense qu'il y a la question de minimiser les risques sanitaires. Pour donner notamment confiance aux consommateurs, ça c'est un point important, puisque ce soit les risques sanitaires pour le consommateur final, effectivement pour le produit, on a vu qu'il y avait des risques d'allergie, il y a des risques de toxines, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe quand même par rapport à ces animaux qui sont quand même peu étudiés dans une logique d'élevage. Donc il y a des choses à travailler, puis il y a des risques sanitaires aussi à l'intérieur de l'élevage avec la diffusion de maladies, et comment on gère ce type d'élevage, surtout à l'échelle industrielle. Il y a diminuer les impacts environnementaux, donc ça c'est un point important. Je n'ai pas parlé du retour au sol de la matière organique et des substrats en matière de fertilisants. C'est pareil, il va falloir faire des travaux de recherche pour voir effectivement l'impact que ça peut avoir. Comme on le voit sur le digestat de la méthanisation, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les conséquences sur le sol en matière de retour au sol du carbone. Et donc ça pose encore pas mal de pistes de recherche. Et puis après, forcément, lever les freins culturels. Alors j'ai fait un petit parallèle qui est peut-être un peu provocateur, mais voilà, on a des filières d'élevage classique qui sont déjà apparues, donc qui ont évolué par rapport à la chasse-pêche à l'origine. Donc même si la filière insecte, d'après ce que j'ai compris, on est encore sur cette logique de cueillette dans le milieu naturel. Après, on est passé à une production artisanale, donc avec des impacts environnementaux plutôt limités. Et après, j'ai pris l'exemple des feedlots où avec la concentration de l'élevage, forcément, il y a des impacts environnementaux de plus en plus conséquents. Et la question que doit se poser la filière insecte par rapport à ça, comment elle doit se positionner par rapport à cette industrialisation de cette filière et les impacts potentiels environnementaux qu'elle peut avoir. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération pour éviter les dérives de l'élevage industriel qu'on rencontre notamment au niveau sanitaire, alors au niveau de la gestion des effluents, au niveau et au niveau sanitaire avec l'utilisation peut-être un peu abusive d'antibiotiques. On se demande si on peut encore produire des animaux sans antibiotiques dans les élevages industriels quand même. Donc ça, c'est des points qui sont assez structurants. Et la solution, c'est rentrer dans une logique d'économie circulaire. Donc, ceux qui sont intéressés à la question de l'économie circulaire, vous connaissez certainement ce cercle qui associe à la fois les acteurs économiques de la production, donc à partir de l'exploitation agricole jusqu'à la transformation et les entreprises, tout ce qui est le consommateur,
Donc la demande du consommateur, on l'a vu un peu comment faire adhérer le consommateur à la consommation de produits à base d'insectes. Et puis après, forcément, le retour au sol de la matière organique. Et dans cette logique-là, on peut repositionner en fait, les différents enjeux que je vous ai évoqués plus tôt. Donc au niveau de la production, il y a tous ces enjeux de substrat, de biomasse, il y a ces enjeux énergétiques à replacer, les enjeux zootechniques pour améliorer la productivité en matière d'élevage, les enjeux alimentaires pour faire adhérer le consommateur à cette question-là, et puis après donc, tous ces enjeux culturels aussi, tout ce qui tourne autour du consommateur à travailler. Et forcément, alors j'ai rajouté en jeu sur les produits biosourcés parce qu'on a un peu parlé de la valeur ajoutée de la filière insecte qui pourrait trouver une solution dans ces produits plus biosourcés sur cette chimie du végétal, donc c'est des pistes à creuser. Et puis après, il y a le retour au sol de la matière organique qui est un point important. Voilà comment on rentre dans cette logique d'économie circulaire et la réussite de la filière insecte doit logiquement rentrer dans cette logique-là si elle veut être bien perçue par le consommateur, notamment en matière d'acceptation sociale, parce que c'est quand même un point crucial qu'on voit, qu'on a vu sur le développement des énergies renouvelables. Les éoliennes, c'est moins risqué quand même que la méthanisation. Il y a eu beaucoup de problèmes d'acceptabilité sociale. Sur la méthanisation, il y a des gros problèmes sur les grosses unités sociales parce que les riverains ne veulent pas avoir ce genre d'unité à côté de chez eux. Donc on peut imaginer que des grandes usines de production d'insectes peuvent poser des problèmes d'acceptabilité sociale au niveau des collectivités ou au niveau des voisins. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération dès qu'on va aborder la question de l'industrialisation de cette filière. Et pour conclure, en fait, l'idée, c'est d'avoir des analyses multicritères sur toutes ces questions-là. Donc les besoins de recherche sont encore importants là-dessus. Donc il y a des choses à développer pour reprendre en fait les trois éléments sur les enjeux sanitaires, les coefficients de la filière et lever les freins culturels. Alors ça peut être des projets de recherche technologique, ça peut être des projets de recherche en sciences humaines et sociales et une approche plutôt énergétique pour améliorer les coefficients de la filière. Donc voilà ces besoins d'analyser les multicritères. Et pour vous accompagner dans cette logique-là, l'ADEME a des appels à projets. De recherche, donc on finance également une 50aine de thèses par an sur l'ensemble de nos thématiques. On doit être à plus de 20 thèses sur la thématique de la bioéconomie. Et puis après, on a notre appel à projet de recherche sur l'ensemble de la filière bioéconomie, donc de la production à la valorisation de la biomasse jusqu'au retour au sol qui a été lancé la semaine dernière. La clôture est prévue pour le mois de janvier. Donc si vous avez des projets de recherche, n'hésitez pas à nous contacter pour voir si ça rentre dans les clous de cet appel à projet. Et de manière générale, on a la thématique des investissements d'avenir, donc sur le programme des investissements d'avenir numéro 2, où on avait 3 appels à projets qui pouvaient concerner la filière insectes. Donc ces appels à projets sont encore en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre pour la chimie du végétal et biocarburant, jusqu'à la fin du mois de novembre jusqu'au 30 pour industrie, agriculture éco-efficiente. Voilà, pour des projets qu'on peut financer dans ce cadre-là. Et en 2018, on devrait être relancé des appels à projets sur la bioéconomie avec des concours de l'innovation suivant le type de projet dans le cadre du programme des investissements d'avenir numéro 3. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas, on peut vous accompagner à les porter. Voilà.